Là, vous voyez un exemple très clair de meltdown chez un enfant autiste. What's going on? What's going on? Pour ses parents, c'est évident. Ils savent ce qui se passe et pourquoi. Mais pour les gens autour, incompréhensible. Je vous dis ça en tant que maman d'un petit garçon qui en a eu plein de ces crises. Et en plus, moi aussi, j'en ai eu toute ma vie. Sauf que dans les yeux des autres, on passe juste pour des parents nuls qui ont élevé un gamin capricieux ou manipulateur. Et moi, à presque 35 ans, je suis encore perçue comme l'hystérique parce que oui, ça m'arrive encore. Pas toujours en mode spectaculaire, parfois je suis toute calme à l'extérieur et tout le monde pense que je gère. Mais à l'intérieur, c'est l'effondrement total, comme dans cette vidéo. Et ça, c'est un vrai souci, surtout quand on ne sait pas ce que c'est, ni pourquoi on est comme ça, ni comment s'en sortir. Et souvent, quand on essaie d'expliquer ça, même à un pro, on te répond juste « c'est une attaque de panique ». Spoiler, moi, j'ai jamais eu de vraie attaque de panique, mais des meltdowns tout le temps. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager des infos utiles. C'est quoi un meltdown neuroatypique ? Qu'est-ce qui le provoque? En quoi c'est différent d'une crise de panique, d'une colère ou d'une crise d'hystérie? Et surtout, comment on peut aider une autre personne ou soi-même quand ça arrive? Alors, pourquoi ça arrive? Quand on comprend les vraies causes d'un meltdown, tout le reste devient plus clair. Parce qu'en vrai, ce genre de crise n'arrive jamais sans raison. Jamais. Et ce n'est jamais juste de l'anxiété comme dans une attaque de panique. Oui, l'anxiété peut contribuer, mais ce n'est pas la vraie cause. Un meltdown, c'est très simple sur le papier. Il y a un facteur déclencheur, ça crée une surcharge et boum, effondrement. Et pourquoi cette réaction? Parce que le système nerveux réagit en mode survie, fuir ou attaquer. C'est complètement involontaire, instinctif. Tu peux pas le contrôler par la volonté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les déclencheurs sont nombreux et souvent liés à notre fonctionnement neuroatypique. Notre cerveau, nos perceptions, notre manière de traiter les infos. Exemple de déclencheur. Surcharge sensorielle, trop de bruit, trop de lumière, trop d'odeur, trop de monde. Ce qui est normal pour les autres peut être insupportable pour nous. Par exemple, le supermarché, une horreur. Facteur suivant, c'est une fatigue sociale. Tu passes une heure avec des amis, par exemple, et tout va bien. Et d'un coup, plus rien ne va. Tu n'as plus de batterie, mais genre vraiment plus. Encore surcharge cognitive. Trop de choses à gérer en même temps, trop d'infos, trop de tâches. Ton cerveau sature. Et si en plus tu galères à passer d'une tâche à l'autre, hello neuroatypie, c'est encore pire. Genre tu bosses sur un truc, tu dois aller aux toilettes, mais t'arrives même pas à te lever tellement c'est dur de couper ce que tu fais. Et si on te force à faire de multitâches, la surcharge arrive à toute vitesse. C'est pas une question de volonté, c'est physique. C'est comme si on demandait à un débutant en course à pied de courir un marathon en mode athlète pro. Un autre facteur, c'est un changement de routine. Pour une personne autiste, même un petit changement peut suffire à faire dérailler tout le système. Le cerveau galère à s'adapter. Surcharge émotionnelle aussi contribue à meltdown. Même une émotion positive, mais trop intense, peut créer une surcharge. Oui, même la joie. Mais pourquoi notre cerveau sature aussi vite? Parce que notre système nerveux est hypersensible. Il sort facilement de son équilibre et met un temps fou à y revenir. Et quand on ajoute à ça l'hypersensibilité sensorielle, les difficultés de concentration, les problèmes de traitement de l'information, on a tous les ingrédients pour que la vase déborde très vite. Et un meltdown peut arriver d'un coup. Genre, tu rentres dans un centre commercial et bon,
ton corps explose. Ou alors en mode effet boule de neige. Tu gères tant bien que mal toute une journée, tu t'es préparé, t'as pris tes écouteurs anti-bruit, t'as prévu des pauses et malgré tout, en fin de journée, t'es un vrac. Parfois, la surcharge se construit sur plusieurs jours et c'est là une des grosses différences avec les attaques de panique. Le meltdown a toujours une cause, un trop plein identifiable. Comparons les deux, meltdown versus attaque de panique. Alors, les signes d'une attaque de panique sont palpitations, souffle court, vertige, sensation d'irréalité, peur de mourir, de perdre le contrôle. Et les signes de meltdown sont comportement incontrôlable, cris, larmes, parfois auto-agression, très souvent, hyperactivité physique, tremblement, respiration rapide, shutdown émotionnel, isolement et mutisme. C'est quand tu perds la possibilité de parler du tout. Alors, comme j'ai déjà expliqué, la cause de meltdown, c'est toujours la surcharge. C'est peut-être la surcharge sensorielle, cognitive ou émotionnelle. Mais en ce qui concerne l'attaque de panique, la cause est différente. Habituellement, c'est la peur soudaine ou des pensées anxiogènes. Les durées de crise sont aussi différentes. Pour le meltdown, c'est de quelques minutes à plusieurs heures. Et l'attaque de panique dure habituellement de 5 minutes à 30 minutes. Ça jamais dure quelques heures ou en plus des jours. En ce qui concerne du contrôle, quant à meltdown, nous n'avons aucun contrôle sur notre comportement, sur nos émotions, sur nos idées, etc. Nous avons une perte de maîtrise totale. Et quant à l'attaque de panique, même si nous avons un sentiment que nous perdons le contrôle, en général, on reste conscient de ce qui se passe. Et le fond du processus est différent aussi. Quand de meltdown, à la fin de la crise, nous avons un épuisement total. Et parfois, ça prend des jours pour rétablir notre état. Et après l'attaque de panique, les symptômes s'estompent progressivement. Alors, c'était la comparaison avec l'attaque de panique. Et en ce qui concerne la colère ou les crises d'hystérie. Franchement, dans mon expérience, une crise de colère ou d'hystérie ressemble plus à un meltdown qu'à une attaque de panique. La grande différence, c'est que dans le langage courant, l'hystérie est vue comme manipulatrice. Elle fait une crise pour obtenir quelque chose. Mais soyons honnêtes, parfois on craque juste parce qu'on est à bout. Point. Pas de manipulation du tout. Le vrai meltdown, c'est pas une stratégie, c'est pas une réaction égoïste, c'est pas je suis pas content, c'est pourquoi je fais une hystérie. C'est une déconnexion totale, une impuissance extrême. C'est là qu'elle peut ressembler un peu à une attaque de panique. Aucune intention, aucun calcul, juste une tempête intérieure. Alors, on fait quoi et comment on peut aider? Souvenez-vous, le meltdown, c'est un effet cumulatif. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Parce que si un meltdown a un effet cumulatif, on peut l'anticiper. On peut le prévenir ou au moins limiter l'intensité. Et maintenant, je veux vous partager des stratégies concrètes et mon retour d'expérience perso. Comme je l'ai dit, moi, les meltdowns, c'est depuis toute petite. Rien que des petits changements de programme ou une sortie scolaire et c'était la crise assurée. Alors, comment j'ai compris que c'était ça depuis toujours? Petite, j'étais la fille modèle, gentille, polie, bon élève, mais à la maison, c'était autre chose. Des crises, des hurlements, des pleurs, des trucs que personne ne comprenait et que personne n'expliquait. Je me sentais juste bizarre, cassée et trop fragile. Mais ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Ce n'était pas moi le problème, c'était une réaction logique d'un système surchargé. Encore aujourd'hui, si je suis dans un endroit trop bruyant, avec trop de gens, après une journée de travail, sans pause ni temps calme, je m'effondre.
Et parfois, ça ne se voit même pas. Je continue à sourire, à discuter, à faire bonne figure. Mais à l'intérieur, c'est comme si mon cerveau criait « Stop !» Alors, comment je fais pour gérer aujourd'hui? Je ne peux pas éliminer les meltdowns à 100%, mais j'ai appris à les reconnaître, à les anticiper et parfois même à les éviter. Premièrement, j'apprends à repérer les signes d'alerte. Avant, j'attendais que la crise arrive, maintenant je sais de voir venir. Si je commence à être ultra irritable, si tout m'énerve ou m'angoisse, si je n'arrive plus à réfléchir ou à faire des choix simples, c'est souvent le début. Et dans ce cas, je me dis, ok, là, faut ralentir, faut m'éloigner du bruit, des gens, des stimulations, faut que je me pose. Deuxièmement, j'adapte mon environnement. Casque anti-bruit, lunettes teintées. Pause seul dans les toilettes quand je suis dans un resto, par exemple. Repos avant que ce soit trop. Ça a l'air bête, mais ça change tout. Mieux vous dire non à une sortie que de finir en crise et épuisé pour 3 jours. Troisièmement, j'ai appris à demander de l'aide. C'était super dur pour moi, mais aujourd'hui, je peux dire à mon entourage, là, j'ai besoin d'une pause, je sens que je suis à bout. Et souvent, ça suffit pour désamorcer. Le fait d'être comprise, de ne pas avoir à faire semblant, c'est un soulagement immense. Quatrième, j'essaie de réguler mon énergie au quotidien. Un peu comme une batterie. Si je la vide complètement, c'est la panne sèche. Alors maintenant, je me ménage, je planifie des moments calmes, du rien, du silence, des routines. Je dis non, je priorise et je culpabilise moins. Et si tu connais quelqu'un qui fait ce genre de crise, ton enfant par exemple, ou les autres proches, la première chose, ce n'est pas de la comédie. Ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas un caprice. C'est un système qui pète un câble. Comment aider? Évite de poser 1000 questions. La personne est en surcharge. Elle ne peut pas réfléchir. Juste rester là, calmement, c'est déjà beaucoup. Puis, évite les jugements du genre « Calme-toi, arrête, tu fais honte, etc. » Ça ne fait qu'empirer. Propose un endroit calme, sans lumière forte ni bruit. Si tu peux, reste près d'elle, sans rien exiger. Parle doucement ou pas du tout. Parfois, juste une présence apaisante, c'est suffisant. Et surtout, fais confiance. Même si tu comprends pas tout, même si c'est impressionnant, parce qu'après un meltdown, il y a souvent beaucoup de honte, beaucoup de fatigue, beaucoup de culpabilité. Ce dont on a besoin, c'est de sécurité, pas de reproches. Et pour conclure, les meltdowns, ce n'est pas une défaillance. C'est un signal d'alarme d'un système qui a tenu trop longtemps, trop fort, trop seul. Et ce signal, on ferait mieux de l'écouter. Pas pour le faire taire, mais pour comprendre ce qu'il veut nous dire.